Vous vouliez parler du budget, on y vient. Je vous propose d'écouter David Amiel, ministre délégué chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, ainsi que François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR, sur le budget donc. Moi, je suis convaincu qu'un compromis est possible. Et la meilleure preuve qu'un compromis raisonnable est possible, c'est qu'il a déjà eu lieu. Puisqu'en 2025, on a réussi à avoir un compromis entre le Parti socialiste, le Bloc central et les élus de la droite républicaine pour avoir un budget qui réduise le déficit. Et je crois que s'il y a de la bonne foi de part et d'autre, si on sort des jeux de posture, on peut refaire la même chose pour l'année 2026. Pourquoi la réforme des retraites a-t-elle été suspendue ? Parce qu'il fallait que le gouvernement évite la censure. Il y aurait eu bien sûr un coût de la censure, mais il y a, je crois, un coût plus grand encore sans doute d'une non-censure qui s'est gagée sur le fait de céder une folie totale pour l'avenir aux socialistes dans la démagogie absolue qui caractérise le moment politique que nous connaissons aujourd'hui. Alors, la culture du compromis avec ce budget qui arrive à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on va y arriver ? Thomas Bonnet, vous y croyez ? Non, c'est plutôt la culture de la compromission, si je peux me permettre, dans le cadre de ce budget, parce que vous allez avoir la droite, en tout cas une partie de la droite, les élus, les républicains notamment, qui vont être contraints de laisser passer les mesures les plus farfelues de la gauche. On va avoir le droit à une foire aux horreurs, le musée des horreurs budgétaires, parce que on a bien compris que le seul moyen pour Emmanuel Macron, pour la Macronie plus largement, de se maintenir au pouvoir, c'était de taper dans la main des socialistes. Et donc, par définition, vous allez avoir maintenant le champ libre aux troupes d'Olivier Faure pour d'abord demander la suspension de la réforme des retraites, ça c'est acquis. Et ensuite, vous allez avoir le retour de la taxe Zuckman. Alors, elle ne s'appellera peut-être pas la taxe Zuckman, elle sera peut-être amendée, elle sera peut-être modifiée, mais ça restera une taxe sur les hauts revenus. Vous aurez pourquoi pas une taxe sur les successions, puisque Madame Braun-Pivet en a déjà parlé. Et puis vous allez avoir toute une série de petites mesurettes pour aller chercher sur les tickets restaurants, sur les chèques vacances, les chèques cadeaux, que sais-je, pour finalement éviter ce que tout le monde sait, ce que tout le monde préconise, en tout cas ceux qui ont la lucidité de regarder l'état de nos finances publiques. Il faut réduire drastiquement les dépenses. Mais ça, évidemment, si vous êtes allié avec les socialistes, c'est impossible. Et vous pensez que Sébastien Lecornu y arrivera à quand même boucler un budget, Yvan Rieufol ? Je ne vois pas comment il peut y arriver dans cette coquille-grue, dans cette assemblée qui mélange toutes les courants aussi disparates. Alors, j'entends bien, et je vais regarder cela de près, j'entends bien que ce sera un mouvement parlementariste, qui viendrait équilibrer cette 5e République qui s'écroule dans son édifice présidentiel. 49-3, donc en fait, pour faire simple, voilà, si pas 49-3, ça veut dire des discussions. Observons ce que donne le parlementarisme version Lecornu. Son idée est intéressante de laisser effectivement la machine législative. On donne la chance à la discussion. Absolument. Donc je donnerai la chance à la discussion, mais je ne vois pas comment est-ce que les Républicains puissent s'entendre effectivement avec cette priorité donnée à un gouvernement socialiste qui ne représente qu'une minorité dans la minorité de gauche. Et je ne vois pas d'ailleurs. Alors il y aura peut-être quelque chose d'intéressant à observer, c'est le positionnement du Rassemblement national, dont on dit qu'il est lui-même socialiste, et là on va voir s'il accepte d'agréer à des suggestions socialistes ou s'il entend se présenter maintenant, comme il semblerait qu'il se soit le cas, comme étant un parti plutôt libéral, c'est-à-dire à l'inverse précisément de ce qu'il a été présenté. Donc moi je suis dans le flou, enfin comme beaucoup j'imagine, mais je ne vois pas comment je ne vois pas comment Lecornu peut se sortir de ce guêpier, sinon en posant à un moment donné sa démission, mais peut-être cela durera-t-il en effet 3 mois. Alors, Thomas Bonnet. Il y a une alternative quand même au 49.3, parce qu'effectivement, il ne va pas recourir à cet article pour passer en force, mais il y a quand même la possibilité, je ne sais pas si elle sera mise à l'œuvre, mais la possibilité de laisser traîner les débats. Vous avez déjà plus de 1800 amendements qui ont été déposés. Ouais. C'est-à-dire mais c'est moins que l'année dernière. C'est moins, c'est vrai, mais beaucoup ont été déposés notamment par la droite. Alors, vous pouvez avoir, on ne va pas rentrer dans les détails trop techniques, mais vous pouvez dépasser le délai alloué à l'examen du budget et alors vous passez par ordonnance, ce qui revient de facto à la même chose qu'un 49.3. Vous imposez le texte d'origine du gouvernement. Ce que je trouve quand même vraiment fascinant, c'est que face à la situation dramatique de nos finances publiques, on n'a rien trouvé de mieux que de s'en remettre au socialisme pour nous sortir de là. C'est quand même fascinant. Un parti qui a réalisé quand même moins de 2% à l'élection présidentielle, dont le bilan C'était à la présidentielle. Je suis d'accord avec vous, mais le bilan économique du dernier président socialiste, François Hollande, n'est pas non plus mirobolant. Et c'est pourtant à nouveau vers cette solution-là qu'on se tourne. Je trouve ça assez frappant. La situation économique dont a hérité Emmanuel Macron n'est-elle pas due justement à François Hollande ? Mais alors Emmanuel Macron était ministre de l'économie de François Hollande. Oui, Emmanuel Macron était socialiste. Il a commencé au socialisme, d'ailleurs il finit avec les socialistes. Il retourne à ses premières